reprendre tout de suite la direction de l'Élysée pour vous faire vivre en direct cette cérémonie d'hommage aux harkis et ses nombreuses prises de parole avec cette toute première intervention. L'écoute. Déléguée auprès de la ministre des Armées, Monsieur le Grand Chancelier, Madame la Directrice Générale de l'ONAC, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, l'abandon des supplétifs de l'armée française en Algérie, le drame harki. La France avait promis qu'aucun soldat harki ne resterait en Algérie au lendemain des accords d'Évian le 19 mars 1962. La guerre civile qui suivit et les décisions du gouvernement du général de Gaulle, comme le télégramme de M. Mesmer du 12 mai 1962, intimant l'ordre de désarmer et d'abandonner les harkis et leurs familles, démontra tout le contraire. Seuls quelques gistes parmi les gistes prirent sur eux de rapatrier les harkis et leurs familles en France, où ils firent parquet dans des camps entourés de barbelés, loin des villes, pour assurer leur sécurité par des militaires. 59 ans après, les harkis demandent reconnaissance et réparation. Une reconnaissance de vérité capable d'éduquer l'esprit de l'opinion publique, tant français qu'étranger. Une reconnaissance qui passera par des historiens et des chercheurs produisant un important travail scientifique à la fois impartial dans les faits et détaché de toute considération de propagande ou de démagogie politique. Une réparation de notre pays envers ses anciens combattants par l'expression sans cesse renouvelée, par des commémorations dignes et non par la célébration d'une date comme le 19 mars 1962, totalement mensongère quant à la fin des hostilités entre la vengeance aveugle et barbare du FLN. Une réparation de dignité de vie par des mesures permettant matériellement et moralement de se sentir valorisé et accompagné pour avoir servi loyalement et fidèlement son pays natal, la France. Nous, soldats harkis, soldats de la France, sommes pleinement reconnaissants au président de la République, M. Emmanuel Macron, de l'intérêt qu'il manifeste à nos attentes en nous recevant et en portant une très grande attention sur les mesures que nous exposons et revendiquons depuis notre exode vers la métropole. Bien des chefs d'État ont tenté d'apporter des réponses durant leur exercice au pouvoir, sans bien que cela apporte une véritable reconnaissance sur le plan historique et une réparation à la hauteur du déshonneur et de l'indignité nationale engendrés par les décisions subies par les harkis. Mesdames et Messieurs, il semble bien que la première fois, une volonté ferme et empreinte de vérité guide notre actuel président. Merci de votre attention. Vive la République, vive la France.
Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur Carrel. J'appelle Madame Dalila Kershouch. Monsieur le Président, Madame la Ministre, bonjour à tous. Je suis Dalila Kershouch, grand reporter, écrivain, auteur du livre Mon père se harkis et scénariste, auteur du film Harkis, la seule fiction jamais dédiée à ce drame. Imaginez qu'à la fin d'un conflit, notre gouvernement abandonne 150 000 de nos soldats, nos pères, nos frères, qu'il les désarme et qu'il les livre à l'ennemi d'hier après les avoir déchus de leur nationalité. Imaginez que 70 000 d'entre eux soient torturés, massacrés, sans que l'État français intervienne. Imaginez que le gouvernement ouvre d'immenses camps sur le sol français, certains aussi grands que la ville de Perpignan, pour parquer les 45 000 rescapés de ces massacres. Imaginez ensuite que certains y restent pendant plus de 25 ans avec leurs femmes et leurs enfants. Ce n'est pas une dystopie, c'est la réalité. Ce sont les faits. Quand on remplace le mot « harkis » par le mot français, ce qu'ils sont, on réalise que ce drame dépasse l'entendement. Le drame des harkis est irréparable. Commençons déjà par l'admettre. L'admettre, c'est reconnaître sa gravité. L'admettre, c'est reconnaître l'ignominie. Les harkis sont avant tout des Français victimes d'un terrible abus de confiance. À la fin de la guerre d'Algérie, ils ont été trahis par l'État français, puis effacés de la mémoire collective. Pire encore, leur fidélité à la France leur a été reprochée. Le gouvernement du général de Gaulle leur a fait porter sa culpabilité, celle qu'il n'a pas eu le courage d'assumer, tant il était englué dans sa mauvaise conscience coloniale. C'est aujourd'hui une vérité établie. Le drame des harkis est le plus grand scandale d'État de la France post-coloniale. Pour Simone Veil, la tragédie de ces familles entières abandonnées laisse une tache indélébile sur notre histoire contemporaine. Dans ma famille, 7 de mes ancêtres directs sont morts pour la France. Et dans la grande famille des Béni-Boudouane, c'est plus d'1 millier de morts pour la France depuis 1843. Les harkis, c'est aussi et surtout plus d'1 siècle d'engagement militaire de soldats musulmans au service de la France. Nombre d'entre eux, comme mon grand-père, étaient d'anciens soldats indigènes de la guerre de Crimée, de la guerre du Tonkin, de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Sur tous les conflits où la France était présente, nous y étions. Les harkis font partie intégrante de l'histoire de France. Et tout ça pourquoi? Pour que ma famille se retrouve internée pendant 12 ans dans des camps, en dehors de tout cadre légal. Leur seul crime, avoir servi loyalement le drapeau français. Je suis née derrière les barbelés du camp de Bias, dans le Lot-et-Garonne. Et ces barbelés, je les ai toujours dans la tête. Le camp de Bias, c'était une ancienne prison, une enceinte grillagée, fermée la nuit par un haut portail cadenassé. Pour les familles de harkis, c'était le bout du bout. Il était surnommé le mouroir des harkis. 1000 familles françaises y étaient enfermées, brimées, humiliées, sous l'autorité d'un chef de camp, fonctionnaire de l'État français.
1000 familles coupées du monde et privées de leurs droits. 1000 familles plongées dans un système totalitaire. À Paris, le ministre des Rapatriés, François Missoff, nous a traités de déchets. À Bias, nous étions réduits au silence. Parler, c'était risquer les brimades et les mesures de rétorsion, c'est-à-dire l'enlèvement des enfants ou l'internement des pères à l'hôpital psychiatrique d'Agen. Alentour, personne ne soupçonnait ce qui se passait derrière ces hauts murs grillagés. Une chape de silence nous reléguait dans l'oubli, le néant, l'inhumanité. Ma famille est sortie du camp en 1974, traumatisée, marginalisée, meurtrie à jamais. Il y avait Bias, mais il y avait aussi Rivesaltes, Saint-Maurice-l'Ardoise et les 75 hameaux de forestage. Les derniers camps ont fermé à la fin des années 80. Le drame des harkis est irréparable. Rien ne me rendra mon frère, Mohamed, qui s'est suicidé à 35 ans parce qu'il a passé toute son enfance derrière les barbelés du camp de Bias. Rien ne réparera la douleur de ces milliers de familles lourdement traumatisées, dont les enfants brisés hantent aujourd'hui les couloirs des hôpitaux psychiatriques. Je vous parle des vivants, mais je voudrais aussi vous parler des morts, des bébés morts dans les camps. Depuis 10 ans, on découvre des cimetières d'enfants aux abords de certains camps. Ces bébés sont morts de froid, de malnutrition, de défaut de soins et de maladies infantiles que l'on savait guérir. Et cela dans la France prospère des 30 Glorieuses. Pire encore, ils n'ont pas été enterrés dans les cimetières communaux, non. Ils ont été enfouis dans des terrains vagues, comme des animaux, parce qu'il n'y avait pas de place dans les cimetières français pour les bébés des harkis. Même morts, nous étions indésirables. Pourquoi un tel mépris? L'analyse est glaçante. Une politique de ségrégation officielle, instaurée dès 1962, reconnue par un délégué interministériel aux rapatriés dans les années 80 sous François Mitterrand. Un internement illégal de milliers de familles françaises, dont une majorité d'enfants. Une administration d'exception créée pour gérer ces camps de la honte. Et tout cela dans un mutisme coupable des autorités de l'époque. Elles ont bafoué les valeurs républicaines pendant des décennies. Au nom de quoi? Je l'ignore. Ma mère est morte il y a 2 ans et mon père l'a rejoint cet été. Ils sont partis tous les deux, sans savoir pourquoi ils ont été enfermés si longtemps derrière des barbelés. Et quand mes enfants aujourd'hui me questionnent sur les raisons de ce drame, je ne sais pas quoi leur répondre. Jusqu'à présent, aucun président n'a donné de sens à ce crime de bureau. Aucun président n'a établi les responsabilités des donneurs d'ordre de cette mécanique effroyable. Ce drame souille notre démocratie. Le contrat de confiance entre l'État et ses citoyens a été rompu. La nation, aujourd'hui, doit aux Français un examen de conscience sincère, authentique, exigeant et approfondi sur le drame des harkis. Car il y a une faute morale. Par son ampleur et sa longévité, ce drame touche à l'honneur de la France. Voilà pourquoi je demande la création d'une commission justice et vérité pour la reconnaissance et la réparation du drame des harkis. Le drame des harkis est irréparable, mais nous devons l'assumer pour réparer les vivants. Pour rendre hommage, pour réparer les vivants, il faut d'abord rendre hommage aux derniers harkis
et à leurs femmes qui ont tant porté, parce que dans 10 ans, ils ne seront plus là. Nous devons aussi, pour réparer les vivants, libérer les générations futures de cet héritage de larmes et de souffrances. Il faut aussi permettre aux descendants de harkis de prendre la place qu'ils méritent dans la société française. Que la nation soit fière de nous, comme nous sommes fiers d'elle. Car malgré tout ce qu'ils ont enduré, mes parents m'ont toujours transmis l'amour de la France. Les harkis sont toujours restés fidèles aux valeurs françaises. Transmettre leur histoire, c'est transmettre une immense leçon de citoyenneté, de dignité et de résilience pour toute notre société. Honorer les harkis, reconnaître les fautes commises à leur égard, c'est honorer la France. Comme mes ancêtres, fille de harkis, je choisis la France qui se grandit à assumer son passé. Je vous remercie. Merci, Madame Kershouch. Je donne la parole à Madame Claire Houd. Monsieur le Président, mes chers amis, Madame la Ministre, merci de nous recevoir ici, dans la Maison de la République, la maison de tous les Français, que nos parents, nos grands-parents et nous-mêmes sommes et n'avons cessé d'être. Je souhaiterais saisir cette occasion pour honorer en ce lieu la mémoire de tous nos harkis disparus, qui ont essayé de s'organiser au moyen d'associations nécessairement nombreuses, tant les dommages sont grands, pour que histoire et justice riment. Ils sont partis trop tôt, sans voir ce jour qui nous réunit sous les auspices du premier magistrat de France que vous êtes, Monsieur le Président de la République. J'ai notamment une pensée particulière pour notre ami Feu Abdelkrim Klech, qui a milité sans relâche au détriment de sa santé et de sa vie pour qu'une juste loi de reconnaissance et de réparation du préjudice subi par les harkis puisse voir le jour. Nous lui devons aujourd'hui notre gratitude, car il n'est de justice sans mémoire. Paix à son âme. Monsieur le Président, comme sur bien des sujets qui préoccupent les Français, sur celui des harkis et de leurs préjudices, vous avez pris le temps de la concertation, rencontré des harkis de toute la France et même d'outre-mer, leurs épouses, veuves, divorcées, leurs enfants et petits-enfants. Vous avez beaucoup écouté, avec l'empathie que je vous connais, et la détermination qui est la vôtre de regarder en face cette histoire, encore peu connue, trop peu connue de nos concitoyens. Histoire compliquée tant elle ravive les blessures du côté de chaque rive de la Méditerranée.
Serge et Dalila, mes amis, se sont exprimés avec éloquence et émotion. Notre histoire commune, ses stigmates et la nécessité d'une loi de reconnaissance dont nous parlera Mohand, de reconnaissance et de réparation, pour que l'avenir soit à l'auteur de cette reconnaissance. L'avenir, c'est notre jeunesse, nos enfants. Comment expliquer à mon enfant que 60 ans plus tard, le mot harki, devenu une injure qu'on ne punit pas assez, n'est pas un héritage dont il faut avoir honte? Au-delà de l'enfermement arbitraire qu'ils ont subi après leur rapatriement, souvent in extremis d'Algérie, affaiblis par la guerre et ses horreurs, par le déracinement et la culpabilité de l'abandon de leurs familles restées cachées ou finalement massacrées en Algérie, nos parents ont vu leurs enfants naître et grandir derrière des barbelés, sur une terre dont ils ne connaissaient ni le climat, ni les codes, ni la loi. Ils ont essayé de faire de leur mieux en envoyant leurs enfants à l'école de la République, quand ces derniers y avaient accès. Leurs espoirs ont été souvent déçus. En effet, ils ont regardé impuissants et démunis leurs enfants se débattre face à l'isolement intellectuel, n'étant pas à même de les aider eux-mêmes. Plus tard, ils les verront se cogner une fois sur le marché du travail à de nombreuses portes fermées par la discrimination, le racisme, le plafond de verre. Une double peine pour eux, une perte de chance certaine pour leurs enfants. Qu'ils aient transité par les camps ou qu'ils y soient nés, qu'ils aient grandi dans les hameaux de forestage ou dans les cités de transit de type Sonacotra, les enfants, ces enfants, à de rares exceptions près, constituent pour la majeure partie d'entre eux la génération sacrifiée, allant d'échec en échec, entre drogue, prison, hôpital psychiatrique et suicide. Ils ne s'en sont pas sortis. Chaque famille de harkis dans cette salle reconnaîtra l'un des siens dans ce triste tableau. Il faut dire ces mots, il ne faut plus les taire. D'autres, à force de résilience et de courage, l'inné prenant le pas sur l'acquis, ont pu montrer le chemin à leurs cadets en réussissant leurs études, seul biais d'intégration, croyaient-ils. Mais là encore, Monsieur le Président, la France n'a pas su tirer parti de cette jeunesse française, résiliente et courageuse, pour bâtir son modèle d'intégration, en positionnant notamment ses réussites bilingues pour la plupart dans des corps diplomatiques, dans la sécurité, dans l'éducation nationale, dans le commerce international. Elle n'a pas su ériger en modèle d'intégration pour toutes les générations à venir, quelle qu'en soit l'origine, cette jeunesse qui n'aspirait qu'à contribuer à la richesse et au rayonnement de la France, en France et à l'étranger. N'est-il pas temps d'en finir avec ces rendez-vous ratés de la nation, Monsieur le Président? Une loi de réparation, au-delà de consacrer les manquements commis par la France à l'endroit des harkis et le préjudice qui en découla, doit également être un message d'espoir adressé à nos enfants et aux générations à venir, d'où qu'elles viennent, car les peuples qui ignorent leur histoire sont condamnés à la revivre, disait Unamuno. Je pense aujourd'hui à nos parents disparus, nos pères, ces harkis modestes et courageux, nos mères, ces épouses silencieuses et résilientes, et où qu'ils soient, particulièrement à mon père, ce militant de la justice pour les harkis, droit et fier, je dis « Papa, les lettres au président de la République que tu me dictais lorsque j'étais enfant semblent enfin être arrivées à bon port. Une réponse ne devrait plus se faire tarder. Ne devrait plus se faire attendre. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Amoumou.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les officiers en vos grades et qualités, chers présidents d'associations, chers amis, je vais être plus bref puisqu'un certain nombre de choses ont déjà été dites et je ne vais pas vous les redire. Mais je voudrais tout d'abord, même si certains l'ont déjà fait, remercier Monsieur le Président de l'honneur que vous faites à ma communauté de destin, pour reprendre le joli terme de Dominique Schnapper, en recevant vous-même, Président de la République en exercice, à l'Élysée, dans ce lieu si symbolique de notre République, de nombreuses personnes qui se sont battues pour cette histoire, pour la vérité, pour l'honneur des harkis. Et j'ai, comme l'a dit Assadit, une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont morts avant de pouvoir vivre ce moment fort, de Mohamed Laradji à Abdelkrim, passant par M. Benkouda, Boussad, et bien d'autres. Il ne faut pas commencer à citer, parce qu'évidemment, on en oublie, mais on pense tous à eux. Ils sont tous là aujourd'hui. Alors, le 10 mai dernier, suite à ma demande, vous nous avez fait l'honneur, Monsieur le Président, de nous recevoir à l'Élysée tous les quatre. Vous nous avez écoutés longuement, avec une grande attention. Je vous avais exposé les attentes des adhérents de l'association, qui, je crois, regroupe les préoccupations de beaucoup présents ici. Et le week-end dernier, c'est 150 personnes réunies en convention, représentant une quarantaine d'associations, qui ont approuvé à l'unanimité les conclusions d'une convention que je vais vous résumer. Tout d'abord, deux constats. Depuis 20 ans, tous les présidents de la République ont reconnu la réalité de l'abandon des harkis en 1962, comme l'ont évoqué Serge et Dalila. Certains sont allés plus loin, reconnaissant la responsabilité des gouvernants de l'époque. Mais le deuxième constat est qu'aucun de ces présidents ne l'a reconnu par une loi. Jacques Chirac, le président Jacques Chirac, le 25 septembre 2001, c'était la première journée d'hommage aux harkis, déclarait, je cite, « Les massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. La France, en quittant le sol algérien, n'a pas pu les empêcher. Elle n'a pas su sauver ses enfants. » Fin de citation. On pourrait discuter sur « elle n'a pas pu les empêcher ». L'armée française était sur place. Je crois qu'elle aurait pu les empêcher, mais des ordres ont été donnés de non-intervention. En avril 2012, avant les élections, Nicolas Sarkozy a déclaré au camp de Rivesaltes, je cite, « La France se devait de protéger les harkis. Elle ne l'a pas fait. La France porte cette responsabilité devant l'histoire. » C'est donc, Monsieur le Président, devant l'histoire que vous allez peut-être prendre une décision. Plus récemment, votre prédécesseur, François Hollande, le 25 septembre 2016, a déclaré « Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'accueil, dans les conditions d'accueil inhumaines
des familles transférées dans les camps en France. Telle est la position de la France. Alors certains se disent, mais après toutes ces déclarations, ces reconnaissances par des présidents de la République, pourquoi demander une reconnaissance par une loi? Eh bien, au moins pour 5 raisons. La première, d'abord pour changer de logique, pour sortir de la compassion et des mesures sociales, et aller vers la vérité et la justice. Deuxièmement, parce qu'une loi votée par les représentants de la nation sera un hommage de toute la nation. Troisièmement, parce que cette loi, en reconnaissant les responsabilités de l'État vis-à-vis des harkis, au sens générique du terme, qui englobe aussi les familles de Bachaga, de fonctionnaires, de militaires de carrière, d'élus qui avaient continué à servir la France et qui pour ça ont été menacés. Eh bien, vis-à-vis de ces harkis, au sens générique du terme, cette loi engagera le droit à réparation, l'évaluation des préjudices. Il faut reconnaître par la loi qu'il y a eu des ordres d'abandon. Plus personne ne les conteste. Serge a cité tout à l'heure les télégrammes du 12 mai et du 16 mai, respectivement de Pierre Mesmer et de Louis Jox, qui demandaient tout simplement à ce qu'on ne rapatrie pas les harkis, en tout cas pas tous les harkis. Et comme vous le savez, certains harkis embarqués contre ces ordres ont été renvoyés de Marseille vers Alger, où ils ont été tués. Voilà, il faut reconnaître ces abandons, ce refus d'assistance, de non-assistance à personne en danger, l'accueil indigne de ceux qui ont pu trouver refuge en métropole, souvent grâce à des officiers, comme mon ami le général Meyer, qui ont choisi l'indiscipline plutôt que le déshonneur. Quatrièmement, cela suppose que la loi prévoit une commission d'évaluation de tous les préjudices, de toutes les personnes victimes de cette gestion irresponsable, je pèse mes mots, en tout cas sur le plan humanitaire, de la fin du conflit. Et donc évidemment prévoir un fonds d'indemnisation. Et de grâce, ne parlons pas de montant, avant même l'évaluation des préjudices. Alors cela n'empêche pas, bien sûr, en attendant cette commission et cette évaluation, qu'on prévoit des fonds pour augmenter très substantiellement, par exemple, l'allocation de reconnaissance pour les anciens harkis qui sont âgés. Mais attention, ceci ne doit pas être un solde de tout compte. C'est simplement une sorte d'avance en attendant l'évaluation par la commission des préjudices et une réparation digne de ce nom. Et évidemment, cinquièmement, cette loi, ce que ne font pas les discours présidentiels, lèvera la prescription quadriennale, qui permettra à ceux qui ne sont pas contents de l'évaluation faite par la commission, eh bien, d'aller devant les tribunaux pour plaider leur cas particulier. Aujourd'hui, comme vous le savez, on oppose cette prescription quadriennale à tous ceux qui saisissent la justice. Alors bien sûr, Dalila l'a dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est évident, disons-le clairement, aucune somme ne peut réparer l'irréparable. Aucune somme ne rendra vie aux nouveau-nés morts de froid dans les camps de Bourg-Lastic, Saint-Maurice, Rivesaltes et les autres. Aucune somme ne compensera toutes les années d'enfermement, de jeunesse volée, de réussite entravée. Mais la vérité, gravée dans une loi de reconnaissance des préjudices et de réparation, la vérité peut permettre à toutes les personnes que cette guerre a meurtri, et cela va bien au-delà des anciens harkis, de se reconstruire. Elle permettra aussi à notre pays de se réconcilier avec lui-même, en faisant communauté avec toutes ses composantes
avec ses vivants et avec ses morts. Alors, je vous le dis, Monsieur le Président, beaucoup disent qu'il est illusoire d'espérer le vote d'une loi en raison du calendrier législatif, car il reste peu de niches parlementaires et beaucoup de textes en attente. C'est un fait. J'ai pu en discuter avec la plupart des présidents de groupes parlementaires qui sont favorables à une loi, mais qui disent que ça va être compliqué si ce n'est pas un projet de loi porté par le gouvernement. Il y a aussi, vous le savez, des résistances, de ceux qui craignent que cela va coûter cher, de ceux qui pensent que cela va gêner l'Algérie, parce que parler d'abandon, c'est aussi évoquer les massacres qui s'en suivirent. Parfois, il y a même les réticences de ceux qui, piégés par l'illusion biographique, pour reprendre Bourdieu, ont peur d'écorner le mythe d'un De Gaulle génial décolonisateur. J'ai donc conscience de la difficulté de vous demander d'aller plus loin que vos prédécesseurs en proposant une loi de reconnaissance de responsabilité et de réparation. Si c'était simple, cela aurait été fait depuis longtemps. Alors j'ai conscience, effectivement, de ces difficultés objectives, mais j'ai des raisons subjectives d'espérer. Parce que, d'abord, comme disait Zola, lorsque la vérité est en marche, rien ne l'arrête. Ensuite, parce que je vous ai entendu dire, ici même, avec sincérité, il y a 2 ans, que la France n'avait pas été à la bonne hauteur et qu'il fallait, je vous cite, poursuivre le travail de réparation. On vous a vu aussi avoir le courage de reconnaître des pages sombres de notre histoire sur la guerre d'Algérie, sur le Rwanda, sur les essais nucléaires en Polynésie. Alors oui, nous avons un espoir que vous serez celui qui, 60 ans après, mettra fin à une certaine hypocrisie, qui consiste à reconnaître l'abandon dans les discours, mais à le refuser dans une loi. Aujourd'hui, l'opinion publique est prête. Rendre justice à ceux qui ont choisi de rester français. Redisons-le aux journalistes. Avant 1962, l'Algérie, c'était la France. Donc il n'y a pas des Algériens qui ont choisi la France, il y a des Français qui ont décidé de le rester. Alors, rendre justice à ceux qui ont choisi de rester français au péril de leur vie ne peut être que bien accueilli par la majorité des Français, dont beaucoup ont parfois le sentiment qu'on traite mieux ceux qui brûlent notre drapeau que ceux qui se sont sacrifiés pour lui. Les parlementaires sont prêts à transcender les clivages partisans, comprenant qu'il s'agit d'une question de justice et d'honneur qui doit dépasser les polémiques politiques ou historiques. Cette loi traduirait donc la capacité de notre nation à regarder toute son histoire, ses pages glorieuses comme ses pages sombres. Pour terminer, je note qu'en 1993 déjà, il y a un quart de siècle, Dominique Schnapper, qui regrette de ne pouvoir être là, la fille de l'illustre Raymond Aron, dans la préface à un livre que vous connaissez, a écrit « L'épisode des harkis constitue une des pages honteuses de l'histoire de France, comme l'ont été l'instauration du statut des Juifs ou la rafle du Veldiv. Les fautes refoulées et les mensonges empoisonnent la vie publique dans une démocratie. Ce que les Juifs ont demandé, les enfants de harkis pourraient aussi le demander, au nom de leur père silencieux, qui ignorait la langue des médias, et au nom de la vérité. Le temps presse, les survivants vieillissent et vont bientôt mourir. C'était en 1993. Donc aujourd'hui, le temps presse encore plus, Monsieur le Président. Alors oui, je vous demande, Monsieur le Président, de proposer très vite un projet de loi de reconnaissance
du manquement de la France à ses responsabilités et d'engager une procédure de réparation. Au nom de la vérité, de la justice et des valeurs de notre République. Merci. Merci, Monsieur le Président de la République.